Bonjour Mehdi Maizi, Bonjour. bienvenue dans l'émission d'Aloha News. Merci beaucoup, merci de m'inviter. Merci Ça d'avoir fait accepté plaisir. l'invitation. On va juste commencer, on va directement rentrer dans le tas. À la base, tu n'avais pas une formation de journaliste. Non, du tout. Je pense que tu as fait l'école du commerce, c'est ça Je fais une école de commerce, ouais, absolument. Comment en fait tu t'es reconverti ou en tout cas tu as commencé à se dire je vais vivre pleinement de ma passion. En fait, j'ai toujours moi été, même si j'ai pas du tout fait des études là-dedans, effectivement, j'ai toujours été attiré par ça. Pour la petite histoire, mon père en fait était journaliste. Et même si j'ai pas du tout grandi avec lui, j'ai pas été élevé par lui, mais il était journaliste en fait. Et je pense que même si, tu vois, j'ai pas du tout été élevé par lui, je crois qu'il y a peut-être un truc lui, au fond de toi. Tu sais, c'est bizarre, la part d'inné et d'acquis, c'est jamais vraiment ça. Et en fait, j'ai toujours été attiré par ça sans avoir voulu en faire mon job. Mais en fait, tu peux pas vraiment chasser le naturel, tu vois. Donc j'aimais bien écrire, etc. En 2008, je rejoins la BCDR du son, mais de manière complètement bénévole, tu vois. J'étais étudiant à côté, etc. C'est juste pour écrire des articles. Et en fait, il y avait aussi ce truc-là, tu vois, de t'aimes vraiment le rap, t'aimes vraiment quelque chose. En fait, moi, j'aimais vraiment le rap, et je voulais faire quelque chose dans le rap, tu vois. Mais je pouvais pas rapper, j'étais trop nul. Je pouvais pas faire du son, j'ai essayé, j'étais trop nul. Et en fait, j'aimais juste bien écrire. Donc en fait, je pense que c'était aussi une manière de faire un truc dans le rap, tu vois, juste d'écrire sur le rap. Et en fait, je me suis jamais dit que j'allais en faire ma vie, ma profession. C'est juste qu'à un moment, avec la BCDR, on a eu des projets, notamment avec Dailymotion et l'émission qu'on avait lancée en 2014, qui pour la première fois nous ont rapporté de l'argent en fait. Et nous demandaient aussi de fournir beaucoup plus de travail que ce qu'on faisait avant. Et du coup, c'était soit je continuais mon job d'avant, soit j'arrêtais, je faisais ce qui me faisait vraiment kiffer, mais je pouvais plus faire les deux. En termes de charge de travail, tu vois, je devenais trop schizophrène, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà. Donc en fait, c'est juste un moment, il y a eu une sorte d'opportunité, et moi je me suis dit, vas-y, on y va à fond. Et voilà, c'est juste cette décision que j'ai prise à ce moment de ma vie. Je me suis dit, allons-y, il y a un truc à faire. Et je sais pas ce qui ça marchera, je sais pas ce qui va en découler, mais juste on va au moins kiffer pendant un an, tu vois, ou 6 mois, etc. Et ça continue, donc c'est cool, tu vois. Mais à la base, il n'y a pas eu de décision, genre de me dire je vais me reconvertir, tu vois, c'est arrivé comme ça. On avait beaucoup travaillé aussi sur la BCDR avant, tu vois, mais à un moment, des gens sont venus nous voir, nous ont dit on a envie de faire des trucs avec vous, quoi. Ok, d'accord. La question qu'on pose souvent aux rappeurs, c'est qu'est-ce que tu as fait avec les premiers billets que tu as ramassés en journalisme. Premier billet que j'ai ramassé en journalisme, donc on est en 2014, tu vois, le vrai, enfin, avant j'avais déjà fait des petits trucs, genre écrit des petits articles, des piges, mais c'était vraiment. Mais le premier truc, j'ai invité ma meuf au resto. Je me souviens très bien, un resto qui s'appelle La Cante, et d'ailleurs ils ont changé maintenant, c'est plus bon. Mais bref, c'était là-bas en tout cas, et parce qu'en fait, ces premiers mois étaient un peu chauds, tu vois, en réalité, parce que tu changes de vie, etc., tu changes de rythme, tu touches pas de l'argent tout de suite, etc. Et donc c'était un peu chaud, à chaque fois je faisais non, on peut pas aller au resto, on peut pas faire ci, on peut faire ça. Donc j'étais archi relou, tu vois, et c'est aussi stressant, tu vois, de monter, je sais pas, monter une entreprise, mais tu te mets en auto-entrepreneur, enfin, t'es un nouveau rythme de vie. Avant, j'avais un CDI, du jour au lendemain, tu changes complètement de rythme et de manière de gagner ta vie. Et parfois, t'as des hauts et des bas, et c'est super stressant, tu vois, au début. Et donc voilà, quand j'ai eu mon premier billet, qui était en plus, c'était une somme assez cool, tu vois, et c'était en mode resto, je paye tout, tu vois. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce, la sauce. Il y a aussi donc cette aventure de Cannes qui a commencé pour toi, donc Ouais. dans l'émission La Sauce. Comment c'est venu? Est-ce que c'est Booba qui est venu te recruter ou comment c'est venu? Non, en fait, donc Ocam avait lancé la radio un petit peu avant, quelques mois avant, et avec que du son, que des morceaux en playlist. Et ils avaient très rapidement, je pense, l'envie de faire autre chose, d'avoir des émissions. Et d'où le lancement de Couvre-feu et donc de la sauce. Et en fait, euh, donc Booba, c'est la personne qui a lancé Ocam, comme tout le monde le sait, mais il y a quelqu'un qui gère Ocam qui s'appelle Romain. Et on se connaissait en fait. C'est quelqu'un qui bosse dans la musique depuis longtemps, qui suivait ce que moi je faisais, qui avait envie. Ça faisait longtemps qu'on parlait de faire éventuellement quelque chose ensemble, mais je savais pas comment ça pourrait se matérialiser. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit voilà, on veut lancer une émission quotidienne du soir. J'aimerais que ce soit toi qui l'anime, etc. Donc c'est vraiment lui qui est venu me voir. J'y ai réfléchi, on y a réfléchi ensemble. J'ai commencé à réfléchir à le concept de l'émission, avec qui je voudrais bosser. On a fait un pilote, ça a été validé par le Duc, tu vois, et voilà, par Ocam, grosso modo. Et du coup, ça a été lancé, mais à la base, c'est vraiment Ocam qui voulait lancer une émission, Romain qui a pensé à moi qui ai réfléchi à l'émission et qui a appelé des gens, mais
voilà, ça s'est passé très simplement, tu vois. On a bouffé, on a déjeuné ensemble à Père-Lachaise. Il m'a dit voilà. Je me souviens d'ailleurs, c'était le lendemain du morceau Booba Christian and the Queens. Tu vois, c'était marrant. Et j'avais pas aimé le morceau, je me suis dit merde, heureusement que j'ai pas tweeté, tu vois. Mais bref, mais voilà, ça s'est passé comme ça en fait. Et Simplement. t'as pas de pression à le faire, je veux dire. Est-ce que tu peux inviter tout le monde? Tu sais, c'est la question qu'on se pose. Ou est-ce que tu t'envoies en disant bonjour le duc? Est-ce que je peux? Non, c'est une bonne question, mais d'ailleurs, j'y ai répondu dans la dernière interview de Booba quand il est venu là en début janvier. Moi, je suis jamais en contact avec Booba. C'est-à-dire que j'ai pas le numéro de Booba, il a pas le mien. Et les seules fois dans ma vie où j'ai parlé à Booba, c'est quand je l'ai interviewé. Donc aussi bien pour l'ABCDR du son avant que pour Au Calme aujourd'hui. Et on a une, enfin, si tant est qu'on ait une relation, en fait, on a une relation, je pense, respectueuse. Il sait qui je suis, je sais qui il est, évidemment. Je crois qu'il aime bien ce que je fais, tu vois, mais je veux dire, il m'a jamais dit, on se parle pas, et ça me va très bien, en fait, dans le sens où c'est aussi, et je comprends que les gens se posent la question, mais c'est aussi important que moi et que l'émission garde une indépendance vis-à-vis de Booba, qui est la personne sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Clairement, Au Calme ne serait pas là où il est sans Booba et sans l'impact de Booba. Mais aujourd'hui, on doit exister sans se référer constamment à Booba. On peut parler de tout en tout cas. C'est vrai, il n'y a pas de sujet tabou? Non. Bon, c'est important de le dire, tu sais, notamment parce que il y a beaucoup de gens, moi, qui me posent des questions parfois, qui nous disent comme sur Au Calme, est-ce qu'il y a des sujets interdits? Est-ce que Booba t'envoie des messages tard la nuit pour te dire ne fais pas ci, ne fais pas J'ai ça? pas ton numéro déjà. Voilà. Moi, je le dis, Caris est le bienvenu dans l'émission. Rof est le bienvenu dans l'émission. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que eux ont envie de venir? C'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, Au Calme est vachement associé à Booba. Et je peux comprendre, tu vois, si demain Caris vient dans la sauce, le nombre de gens qui va le vanner, ah, t'es allé chez Booba, etc. Alors que, tu vois, donc je comprends très bien que Caris n'ait pas envie de venir, tu vois. Je le comprends complètement. Mais non, il y a une indépendance complète. Il y a aussi, je suis sûr que parfois on reçoit plein de gens que Booba n'écoute pas et qu'il aime pas, mais Booba n'est pas rédac chef de l'émission. Booba est actionnaire, investisseur, tout ce que tu veux, mais il n'est pas rédac chef de l'émission et c'est pas son rôle. Et je pense qu'il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on peut avoir aussi bien, tu vois, des rappeurs super indés, des mecs comme Demi Portion, des mecs, je sais pas, comme Esquisse récemment, Vincile, tu vois, des gens qui sont quand même aux antipodes de ce que représente Booba dans le rap en France. Et qu'on a dans l'émission, tu vois, avec qui ça se passe super bien. Donc, non, il y a une vraie indépendance à ce niveau-là, et pour être très clair, toutes les demandes qu'on a passent par moi, en fait. C'est moi qui valide qui vient ou pas dans l'émission, ou parfois c'est moi qui ai envie vraiment que des gens viennent, et du coup on les contacte et on est proactif. Mais non, le valideur, s'il y en a un, c'est moi, sachant que comme c'est une émission quotidienne, on a aussi envie d'ouvrir et d'être le plus exhaustif possible. C'est-à-dire que il n'y a pas que des gens dont j'adore la musique dans l'émission. Mais c'est pas grave, on doit raconter cette histoire-là et on doit être une plateforme pour la plupart des acteurs du rap français. Val, dans une interview, disait que lui ne connaissait pas du tout les classiques de rap français. En tout cas, n'était pas très intéressé par ça. En tout cas, il n'avait pas fait ce travail-là, peut-être dernièrement. Mais ça n'empêche pas de faire du rap apprécié par beaucoup d'auditeurs. La question que je te pose, c'est est-ce qu'un journaliste de rap français doit avoir des connaissances solides de ces classiques? En fait, moi, je vais pas donner les bons et les mauvais points, tu vois. Donc, je suis pas là pour dire il faut faire ci, il faut interviewer comme ci, il faut être tel journaliste. C'est pas à moi de le dire. Moi, je peux dire comment moi je conçois les choses. Pour moi, le plus important, pour moi, faire une bonne interview, il y a deux critères principaux à mon avis. C'est déjà, c'est pas forcément le premier, mais je vais le dire en premier, c'est il faut que l'interviewé soit un bon client. Parce que parfois c'est très compliqué, parfois c'est vraiment... Et parfois c'est pas un bon client parce que toi, t'as pas fait ton job aussi. Ça veut dire que t'as pas assez préparé l'interview et que t'as juste pas le background rap nécessaire pour faire cette bonne interview-là. Maintenant, moi j'ai déjà vu des interviews qui ont été faites par des gens extérieurs au rap, qui ont interviewé des rappeurs, et les interviews elles étaient mortelles parce que justement ils vont amener quelque chose de différent. C'est-à-dire que moi quand je vais interviewer un rappeur, je vais lui parler du rap, tu vois, je vais faire des références avec du rap que je connais ou que j'ai suivi. C'est cool, ça fait des interviews pointues pour ceux qui aiment ça, mais il y a d'autres manières d'interviewer les gens. Tu vois. Moi je me souviens d'une interview, je crois que c'était de Caris, je crois que c'était pour le Parisien ou le Figaro, une interview vidéo avec une petite meuf, spécialiste d'économie. L'interview défonce parce qu'il se passe un truc entre Caris et la journaliste qui serait jamais passé avec Caris et un journaliste, ou même une journaliste rap. Tu vois, il y a une sorte de vraie relation qui se met en place, presque de jeu de séduction entre les deux, qui est mortel, alors qu'elle n'est pas spécialiste rap, et elle fait une bonne interview de Caris. Donc,
c'est possible. C'est pas la seule bonne, enfin, il n'y a pas une seule manière d'interviewer les gens, et c'est pas juste la mienne, tu vois. Par contre, effectivement, moi, c'est impossible de ne pas m'être renseigné sur l'invité avant, de ne pas avoir écouté sa discographie, de ne pas. Parfois, je vois des interviews qui me choquent. Franchement, il y a des trucs qui me choquent où je me dis, mais c'est pas possible, t'as pas bossé, tu es en train d'interviewer un mec, tu découvres qu'il a sorti un projet il y a 6 mois, comment ça se passe, tu vois, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui aiment ça, des gens qui regardent ça, et donc ça veut dire que ça a le droit d'exister, tu vois, et que c'est pas forcément moins bien que moi, tu vois. Donc, mais juste, ouais, à mon avis, c'est important. On avait reçu un jeune rappeur qui s'appelle Lil Tazy, signé chez Yoni et Willy dans l'émission, qui a 17 ans, je crois. Et il a une culture rap de ouf, alors qu'il est jeune, tu vois. Et il nous avait dit c'est important de respecter les architectes, tu vois. Et je trouve ça juste. Après, tu vois, genre quand t'as Kodak Black ou Lil Yachty qui dit Biggie et Tupac c'est de la merde, c'est pas des légendes, je fais de la meilleure musique qu'eux. Pourquoi? Enfin, moi ça me choque, ça me dérange pas parce que c'est marrant et parfois t'as besoin d'avoir des jeunes rookies qui viennent et qu'on voit tout valdinguer et qui disent vas-y nique sa mère, c'est nous les meilleurs, les légendes on s'en fout. Donc pourquoi pas en fait, tu vois? Pourquoi pas? Tant que c'est bien en fait. Mais juste moi, c'est pas comme ça que, tu vois, je suis plus Kendrick Lamar que Lil Yachty, tu vois. Je suis plus, on connaît nos classiques qu'on les connaît pas, mais c'est, tu vois, c'est juste une manière de sentir le truc. Une appréciation. Exactement. Ouais. T'as parlé justement des internautes qui me disent, ouais, peut-être qu'ils apprécient ce genre de vidéo où il y a des gens qui posent des questions cheloues et tout. Regarde le succès même des premières écoutes, tu vois. Où t'as des mecs qui sont en train d'écouter un album, ils connaissent rien en rap, ils te disent même des fois, ils disent oui je commence à écouter du rap il y a 6 mois. Il a le droit, tu vois, mais genre le mec écoute un album, tu le vois juste en train de dabber, tu vois, pendant l'écoute de l'album, il dit ah c'est cool, il y a rien, et les gens kiffent, tu vois. Donc pourquoi pas en fait, tu vois, et alors que nous on va faire des émissions de 50 minutes où on va décrypter en détail des trucs qui vont peut-être moins marcher parce que c'est plus pointu. C'est le jeu en fait, tu vois. C'est le jeu. Mais est-ce que tu vois pas un changement général justement de la manière dont on propose les interviews, en ce sens que par exemple aujourd'hui on parle beaucoup du rappeur en tant que tel, c'est-à-dire on parle de sa vie, on parle de ce qu'il aime, et on parle moins de sa musique. J'ai l'impression, ou peut-être c'est un constat un peu, tu sais par exemple un internaute ça le saoule aujourd'hui de dire ouais un tel a placé une telle prod sur mon album, tu sais, les trois quarts généralement les gens lambda ne connaissent pas et ils s'en foutent en fait. Ils disent ouais mais moi je veux savoir, ne fût-ce que dans les titres qu'on propose dans les articles, ils disent ouais vous devinerez jamais ce que Caris a mangé ce matin, tu vois ce que je veux dire. La réaction va vous étonner. Mais ouais c'est une réalité. Après je sais pas si c'est nous, en fait c'est juste que maintenant je pense que c'était déjà, en fait je pense qu'en France déjà c'est compliqué de parler de musique. En réalité, tu vois, c'est compliqué. On a quand même peu de médias musicaux de grande envergure, tu vois, même les médias, même la presse écrite, musicale, classique. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est compliqué en fait de parler de musique, de faire des vraies bonnes interviews de musique, ça intéresse pas les gens, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, parfois tu regardes, je sais pas si tu regardes des émissions de sport, tu vois, et moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien les tables rondes autour du foot, etc., ou même du basket, alors que j'y connais rien au basket, je peux regarder ça parce que les mecs m'intéressent. Et tu vois parfois comment les mecs parlent de foot, genre ils sont archi techniques, archi pointus, ils font pas d'efforts de pédagogie et ça cartonne, les gens regardent ça. Pourquoi? Parce que en France, le foot c'est un sujet de société, tu vois. On en parle à table le soir en famille. On parle pas de musique à table le soir en famille, tu vois. Donc si tu mets 4 experts en train de décrypter l'album de Kanye West, tu vois, au bout de 2 minutes, oh vas-y, ils sont chiants, c'est quoi, c'est relou, tu vois. Et c'est compliqué. Et je pense que ce truc-là, il dépasse le cadre du rap, c'est juste que la musique en France est compliquée. Et comme maintenant le rap, y a plein de médias rap et que du coup on voit plein d'interviews de rappeurs, du coup on ressent plus ça au niveau du rap. Mais je pense que c'est un truc à mon avis qui est pas forcément générationnel, qui est peut-être plus lié au pays en fait où on est et où c'est plus compliqué d'avoir de vraies discussions intéressantes et qui vont intéresser les gens autour de la musique en fait. Moi à mon avis je le vois peut-être plus là que sur une question de génération où bon c'est juste c'est pas nouveau je pense. Mais t'as parlé de foot, rassure-moi, Big Shintel Lizarazu il est relou quoi. Ouais, de ouf. Non, je parlais plus même de trucs qu'il y a sur internet, tu vois, où il y a plein d'émissions cool qui sont sur internet. Et j'en place une à mes potes de First Team qui font un super taf sur le basket et maintenant sur le foot. Et voilà. Et je trouve ça, j'arrive vraiment. Ils arrivent à me faire regarder des mecs qui parlent de basket pendant 50 minutes alors que j'y connais rien, mec. Je connais rien au basket, je suis nul. Et j'arrive à regarder leurs trucs, donc c'est qu'ils sont bons, à mon avis. Donc t'as commencé par l'ABCDR du son, maintenant t'es sur Ocalm, donc t'as gravi des échelons, on te compare aussi, on te dit que t'es l'étoile montante du rap français, du journaliste du rap français. J'ai lu un article là-dessus. Est-ce que tu t'attends aujourd'hui à ce que qu'Illuminati fasse une vidéo sur toi ou pas? Ok.
Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, à tous les soldats, Killuminati. Ça, ce serait mon rêve. Ouais. Ce serait mon rêve, ce serait bien. Non, je m'attends pas du tout. Je pense que je suis pas encore assez intéressant pour lui. Mais non, je pense pas. Pour répondre à ta question, je pense pas. Mais ce serait marrant. En fait, mais ça soulève un point en tout cas, c'est que tu vois, c'est marrant de voir aussi que. Alors, je parle à un très modeste niveau. Hein, tu vois. Alors, je suis pas. En te montrant, tu vois, à l'écran, etc., ce qu'on a fait sur Dailymotion, maintenant sur Ocalm, tu deviens un petit peu une personnalité publique, tu vois. Et ça pose des questions, tu vois. C'est-à-dire que tu parles de Killuminati, tu vois, on n'en est pas encore là, mais parfois, tu as des gens qui viennent te parler, qui parlent de toi, qui des commentaires YouTube, enfin, tu vois, qui t'insultent. Enfin, c'est le jeu, en fait. Et il y avait cette question au début de comment réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il faut réagir ? Et très rapidement, j'ai réussi moi à me détacher de tout ça. Donc tout ça pour dire que si Killuminati fait une vidéo demain, je pense que ça me fera marrer. Enfin, ça dépend ce qu'il dit dedans, tu vois. Mais tu vois, il faut avoir un détachement par rapport à tout ça. Et en plus, on parle d'un niveau aujourd'hui. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est très modeste. Mais ouais, non, c'est. Mais je crois pas qu'il pourrait dire des trucs sur moi. Ouais. Je crois pas. Hein. Je pense pas. Il a peut-être des dossiers. Hein. Il a des dossiers. Il est très fort. Il est très fort. En parlant d'ABCDR du son, moi je suis tombé sur une interview, mais donc avant ta venue, en 2005, je crois que c'était Jean-Pierre Sec qui a fait une interview à la sortie de l'album Lunatic, de l'album de Booba. Ouais, c'est un mort, c'est un peu plus tôt, alors c'est 2002, mais ouais. 2002, ouais, avec Géraldo. Exactement. Et il disait à un moment donné, il dressait le constat en disant, on l'a posé la question concernant l'état de rap français actuel, et il disait, ouais, vas-y, l'état de rap français, avec la clica, c'était avant et tout, aujourd'hui, le rap français est en train de s'essouffler. Et ce discours-là, en fait, on le retrouve toutes les années, en fait. En 2017, c'est toujours le même discours. Est-ce que finalement, c'est pas le rap qui était mieux avant, c'était nous qui étions mieux, plus jeunes, on était plus intéressés au rap, quoi. Évidemment, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, la nostalgie, elle est propre au rap. Si tu prends, un exemple que je cite souvent, tu prends l'album Paris sous les bombes d'NTM, qui sort en 93 ou 15. J'appuie sur la gâchette, merde, c'est grave, je sais plus lequel est 93-95. Peu importe, sur Paris sous les bombes, t'as plein de morceaux en fait où les mecs sont déjà nostalgiques d'un âge d'or du hip-hop. On est en 93, tu vois, ou milieu des années 90, où on parle du terrain vague de la Chapelle, d'une époque qui n'était pas encore pourrie par l'argent, par tout ça. Alors qu'en fait, on est au début vraiment du rap en tant qu'industrie, etc. Tu vois. Et on a toujours eu ce truc-là, ce truc, tu vois, let's back to the old school, ce truc un peu nostalgique. C'est propre au rap, je pense, et c'est après propre même. Tu vois, c'est un sentiment qui est normal, la nostalgie. Tu vois, effectivement, l'enfance, l'adolescence, c'est toujours mieux. Tu vois, c'est comme ton premier amour, tu vois. C'est toujours, il y a un truc que tu retrouveras jamais, tu vois, la première meuf dont tu as été amoureux, et ben c'est pareil, le premier album que tu as écouté en boucle quand tu avais 12 ans, même si maintenant Young Thug sort le plus grand album de tous les temps, futur, ce sera jamais aussi. Moi je sais que mon album préféré tout le temps, ce sera Ready to Die de Biggie. Je sais, ça bougera pas. Alors que il y aura peut-être que Book in My City il est mieux en vrai, de Kendrick Lamar, peut-être. Mais juste que la sensation que ça m'a procuré au moment où je l'ai écouté, je pourrais jamais retrouver ça. C'est impossible, parce que j'étais jeune, parce que je découvrais le rap, parce que t'es plus facilement impressionnable. C'est comme la première fois, comme une fois, tes premières meufs, tu vois, ou tes premiers, je sais pas, les premiers films, vraiment, tes films préférés, c'est toujours des films que t'as vus à 10-12 ans, parce que tu vois, tu te prends des claques de ouf, tu vois. Et donc c'est pareil avec le rap. Les gens qui disent le rap c'était mieux avant, c'est juste que toi t'étais mieux avant, ouais, toi t'étais mieux avant, t'étais juste plus cool en fait, t'étais pas encore un vieux con, tu vois. Donc effectivement t'étais un mec plus sympa et qui avait peut-être de meilleurs goûts, mais moi tu vois, enfin j'essaye de me détacher de tout ça. Si on me demande, peut-être que la période actuelle du rap c'est peut-être pas ma préférée, mais je la trouve mortelle, tu vois. Genre il se passe trop de trucs de ouf, enfin il y a des nouvelles scènes qui pullulent de partout, le rap se réinvente constamment, donc ouais, c'est juste les gens qui sont nostalgiques, et je le comprends. Mais la nostalgie ne fait pas office de vérité, quoi, c'est juste ça, mais c'est un sentiment qui est respectable et qui est naturel. Hein. D'accord, tu parlais justement de l'émergence de nouveaux rappeurs dans cette nouvelle époque. Il y a Hamza qui est venu, donc qui a émergé justement ces dernières années, et on sait que tu kiffes. Enfin, à chaque fois que je me fais interviewer, on me parle d'Hamza. T'es un peu le porte-parole du. Tu sais que, mais je crois que je vais arrêter. Ouais. Il y a plein de gens qui ont pensé ça. C'est vrai ? Il y a plein de gens qui ont pensé ça en fait. Et je crois que, je suis désolé Hamza, mais t'as pas besoin de moi de toute façon, mais je crois que je vais arrêter de parler d'Hamza, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens dans l'industrie qui sont venus me voir. Plein. Il y a au moins 5 personnes, mais je te parle de gens qui sont au label et tout, tu vois. Ils sont venus me voir en mode.
bon, Mehdi, il a fini où, Hamza? Je sais pas, je le connais pas, Hamza. Mais Mehdi, ça se passe comment? C'est quoi le prochain projet? Vous bossez sur quoi? Je suis pas sur rien du tout, moi je bosse pas. Et même pour te dire, j'ai pareil. D'ailleurs, ça c'est un truc aussi, j'en parlais hier avec une journaliste, elle était super étonnée. Moi, je suis ami avec aucun rappeur. J'ai pas de numéro de rappeur dans mon téléphone, vraiment. Ou peut-être que j'en ai parce qu'à un moment, pour caler une interview, etc. Mais je veux dire, j'envoie pas de message à aucun rappeur. Et c'est important pour moi tu vois, quand tu rentres là-dedans, après, tu perds aussi un peu de ta liberté. Quand tu deviens pote avec quelqu'un, t'as plus de mal à lui dire non, tu vois. Mais tout ça pour revenir sur Hamza, c'est que pareil, j'ai pas son numéro, on se parle jamais, juste j'adore sa musique en fait. Et je trouve que, de toute façon, tu le vois. Moi, j'ai toujours aimé, tu vois, genre les rappeurs préférés des rappeurs. Tu vois. Genre, souvent, dans l'histoire du rap, t'as des mecs qui n'ont pas forcément percé de ouf, mais que tout le monde invitait sur leurs albums. Et souvent, ces mecs-là, c'est eux, en fait, c'est d'eux que ça vient. Tu vois, souvent, eux qui insufflent un nouveau courant dans le rap, etc. Ça peut être des Benny Siegel au début des années 2000, ça peut être plein de gens. En ce moment, dans le rap francophone, Hamza. Tu parles à n'importe quel rappeur, ils sont tous... Parce qu'en fait, moi je suis pas un rappeur, hein, mais je pense que quand t'aimes ce truc-là, tu sens qu'il a un truc qui est différent et qui ramène à un souffle qui est genre complètement inédit. Tu parles avec Seth Gecko d'Hamza. Seth Gecko qui est un mec depuis longtemps, qui a un kicker de ouf, tu vois, qui est très différent. Il dit mais Hamza c'est dingue. Tu parles avec Harry Stone, j'en parlais, il pète des câbles sur Hamza. Tu parles avec même les Nekfeu, etc. Tout le monde s'est pris une claque de ouf. Et ça veut dire quelque chose. Et voilà, et moi vraiment, le projet H24, c'est un truc qui est sorti en mai 2015, je crois, qui est encore dans mon iPhone, tu vois. Ça part pas. C'est trop... Il y a trop de choses dedans, en fait. Il y a trop de trouvailles et de tubes potentiels dedans. Et ouais, j'aime bien ça. Donc c'est pas toi qui feras ses bacs lors de ces prochains Non, franchement, c'est le seul pour qui je pourrais le faire, s'il veut. S'il veut, je le fais gratuitement, y a pas de problème. Mais après, par contre, j'arrête ma carrière de journaliste parce que c'est mort. Mais non, j'ai juste... voilà, ça fait partie des gens, effectivement, c'est pas le seul, hein, en vrai, mais de la nouvelle génération que j'aime beaucoup. Et je pense que je l'aime peut-être encore plus parce que ça n'a pas encore décollé, tu vois. Et comme je suis un con, et qu'on préfère toujours les gens quand ils sont pas au sommet, tu vois. Quand il sera connu demain, je l'écouterai plus, tu vois. Quand il aura tout défoncé, je lui souhaite vraiment, franchement, j'ai tellement envie que ça devienne une pop star de ouf et qu'il défonce tout parce qu'il le mérite et je pense qu'il a le talent, mais je l'écouterai plus, tu vois. J'écouterai des rappeurs qui sortiront des mixtapes sur Haute Culture, mais ouais, j'aime bien ça. Ok, d'accord. T'as sorti un livre aussi, je crois que ça fait 2 ans, hein, les 100 albums de rap ouais, français. Exactement. Ça va faire 2 ans. Déjà. Donc tu as dressé justement 100 albums que tu considérais assez forts dans le rap français. Ouais. Ces 2 ans, il y a d'autres albums qui sont sortis. Quels sont les albums qui seraient potentiellement dedans si tu devais être amené à faire un nouveau livre? Tu vois, mon album, je vais dire, mon livre, il est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, en avril 2015, tu vois. En mars 2015, sortait Que la famille de PNL, tu vois. Alors moi j'avais fini mon livre en décembre, donc c'était trop tard. Mais évidemment, il y aura un disque de PNL. Genre, c'est trop important. Je sais que récemment, il y a BFM qui est venu m'interviewer pour parler de PNL. Et ils m'ont dit, est-ce que c'est un effet de mode? Toujours dit, j'en sais rien. Là, ça fait un effet de mode qui dure déjà plus de 2 ans. Et même si ça s'arrête demain, PNL, ils ont sorti 3 albums classiques. Ils ont marqué le rap comme peu de gens l'ont marqué, vraiment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc PNL, clairement. Je pense qu'il faudrait marquer le phénomène Jul. Il faudrait le marquer, c'est trop important. Dans les trucs plus indés, il y a l'album Perdant Magnifique de Samir Hamad que j'ai adoré. Et ce livre-là, je voulais aussi placer des coups de cœur perso. Tu vois, il y avait un projet du célèbre Boza, la Coupe Davis, sorti en 2006, que peu de gens connaissent, mais je voulais absolument qu'il soit dans le livre. Donc ouais, Samir Hamad, je sais pas, SCH, tu vois, ça va être une vraie claque. Est-ce que je le mettrais? Enfin, tu vois, là, je réfléchis à haute voix, mais ouais, c'est genre... Je me souviens aussi que tu vois, quand l'album est sorti, L'Homme au Bob de Gradure, c'était un vrai phénomène dans un côté un peu trap, tu vois, genre c'était un peu de toute cette trap un peu générique qui reproduisait Versace de Migos, tu vois, c'est celui qui l'a fait le mieux. Et à un moment, je voulais aussi m'en marquer des époques à chaque fois dans ce livre-là. Donc ouais, Gradure pourrait y être aussi. Enfin, il y a plein de gens en fait. Il y a plein de gens. Et justement, BFM TV sont venus te voir dernièrement en disant, explique-nous un peu pourquoi le succès de PNL, pourquoi les gens aiment PNL finalement.
Est-ce que c'est important, tu penses, de rationaliser les succès des uns et des autres des rappeurs? Je pense pas que ce soit important, mais je pense que si on le fait plus, on n'a plus de job en fait, nous. Tu vois, parce que tu vois, c'est ce que beaucoup de gens attendent parfois de nous. Par contre, il y a des fois où tu peux pas le faire. Par exemple, Jul peut pas rationaliser son succès. C'est-à-dire que on parle d'un succès gigantesque. Et en fait, moi, je suis allé le voir en concert au Zénith là, en décembre. Et alors pareil, je suis pas un fanatique de Jul. Et je suis même pas quelqu'un qui écoute en fait la musique de Jul. Je le fais parce que il faut que je le fasse, parce qu'il faut que je sache ce qui se passe, etc. C'est pas quelque chose qui me parle. Même s'il y a des morceaux qui sont bien, il y a vraiment parfois, je trouve qu'il y a quelques morceaux qui touchent vraiment des cordes de ouf et ou qui sont super réussis. Donc, globalement, j'ai du mal à écouter un album de Jul sur la longueur, mais c'est pas grave. Quand je l'ai vu, donc je suis allé voir son concert au Zénith, la relation et le lien qu'il y a entre Jul et son public, il n'y a aucun journaliste qui peut expliquer ça en fait, tu vois. Et à BFM ou qui que ce soit, c'est un truc qui dépasse l'entendement, qui est super fort, tu vois. Et tu vois que le public l'aime profondément de tout son cœur, tu vois. Il y a un truc très comment dire, ouais, super fort qu'il y a. Et ça, je peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que tu peux écouter les albums, parler de la production, parler de tout ci, enfin, ok, mais c'est autre chose. Je pense qu'il y a une sorte de rencontre entre une personne et le peuple, tu vois, comme aux élections. Et le peuple a choisi Jul, tu vois, c'est le choix du peuple. The People's Champ, c'est Jul. Et ça, on peut pas le comprendre. Enfin, tu vois, c'est compliqué à expliquer. Et voilà. Et tu vois, et de toute façon, dans l'histoire, je pense, de la musique, il n'y a pas de pop star. Au moins, si tu veux devenir une pop star, il faut que tu te dévoiles. C'est aussi bien ta musique que ta personnalité. Michael Jackson est extraordinaire, c'est aussi le personnage, tu vois. C'est ce qui manque à Hamza, pour revenir sur Hamza. Hamza aujourd'hui, sa musique défonce, mais on connaît pas le personnage, tu vois. Il a beaucoup de mal à se dévoiler, il n'y a pas de morceaux personnels, etc. Et c'est ce qui manque au public. Tu vois, à un moment, il faut qu'il y ait une rencontre, tu vois. Pourquoi aujourd'hui, Booba, même quand il sort un morceau un peu moins bien, ça cartonne? Parce que le public aime ce personnage-là. Enfin, son public en tout cas à lui. C'est bon, Booba, ils l'ont connu, ils l'ont accepté, ils l'apprécient. Voilà. Et c'est pareil avec toutes les stars en fait. Tu vois, genre Ed Sheeran, si ça cartonne autant, c'est parce que c'est aussi bien sa musique que ce personnage-là. Et pourtant, tu peux dire il est roux, il est pas spécialement beau, il est pas. Justement, ça fait partie de son truc. Et c'est pour ça que les gens l'aiment autant. Et je pense que Jul, c'est exactement ça. Alors j'en parle à côté de Michael Jackson et d'Ed Sheeran, ça peut choquer, mais à l'échelle de la France, c'est une pop star qui a été complètement adoubée par son public. Et ça, c'est dur à expliquer. On va parler d'autre chose. Dernièrement, il y a eu l'affaire Théo, ici en France, cette agression. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différentes manifestations. Il y a des rappeurs qui sont mobilisés, on pense à Sofiane, etc. Ouais. Pas mal de rappeurs d'ailleurs. L'affaire d'Adama Traoré, il y a un concert aussi. Il y en a une qui part, et demain on fait la télé, soit sur le Coran, tout le monde parle de son côté, et on fera un vrai que truc plus tard. Parce que là, tout de suite, là, le petit là, il va pas dormir chez sa mère, le petit là, il va pas dormir chez sa mère, et ainsi de suite. Moi je suis nerveux, on rentre chez nous, on va salir l'image des Noirs et des Arabes, et on les frappe. Ce qu'on peut peut-être remarquer aussi et déplorer, c'est qu'il n'y a que des personnages issus de la culture urbaine ou des banlieues qui se sont mobilisés. Et la question c'est, est-ce que justement ces acteurs de la culture urbaine ou les gens issus des banlieues sont voués en France à porter ces luttes tout seuls, quoi, tout seuls? J'aimerais te dire non. Je sais pas si c'est... tu vois, juste après l'affaire Théo, juste après, on est en plein dedans, mais en tout cas un petit peu après cet événement-là, il y a eu... je matais Quotidien un soir, il y avait Vianney qui était invité, et Quotidien, on peut leur reprocher des choses, mais tu vois, c'est quand même une émission qui essaye à chaque fois d'être dans le juste, tu vois, qui, je trouve, arrive à poser les bonnes questions, tu vois. Et Yann Barthès posait la question à Vianney, est-ce que vous prononcez par rapport à Théo? Et Vianney était en mode, moi, la politique, c'est pas pour moi. Et ça a révélé ce truc-là, en fait, c'est-à-dire que je suis persuadé que, et j'ai rien contre Vianney, hein, je suis persuadé que sur d'autres sujets, il aurait peut-être été un peu plus prompt à réagir. Et je pense qu'effectivement, il y a ce truc-là où les gens ont du mal à se mobiliser pour ce genre de cause et pour ce genre de personnes. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, c'est aussi les seuls moments où on interviewe parfois des rappeurs à la télé ou dans certains médias, c'est quand il y a eu un problème en banlieue, on le voyait même en 2005, tu vois, avec les émeutes,
C'est la première fois que je voyais Mac Taylor à la télé, tu vois, et McGregor pour Tandem, c'est quand les banlieues étaient en train de brûler. Donc ça révèle ce truc-là de, effectivement, les banlieues n'ont pas encore de porte-parole autre que les rappeurs, tu vois. Les sportifs sont assez frileux par rapport à ça, et après, je comprends, tu vois, je veux dire, je comprends que t'aies pas forcément envie de te mouiller quand, toi, t'as pas forcément toutes les clés en main. Mais aujourd'hui, effectivement, les rappeurs sont les seules personnalités qui montent au créneau immédiatement quand il se passe quelque chose comme ça. Mais c'est dramatique, tu vois. Après, tu vois, genre, je voyais un extrait de la cérémonie des Césars hier. François Cluzet, qui est pas un rappeur, a dit un truc sur, tu sais, le fonctionnaire de police qui avait dit Bamboula, c'est à peu près convenable. Et, il serait mixtape. Cluzet, mais j'adore. J'achète ça direct. Et voilà, enfin, t'as quand même des gens qui vont dire des choses, etc. Mais c'est vrai que globalement, oui, les porte-paroles des banlieues, aujourd'hui, c'est encore les rappeurs. Après, c'est lié à plein de choses, à mon avis, tu vois. Il y a peut-être pas d'autres personnalités qu'on a réussi à faire émerger, tu vois. Mais aujourd'hui, oui, c'est un peu dramatique. Ouais. D'accord. On a parlé brièvement de Sofiane tout à l'heure. Ouais. Sofiane, il est revenu vraiment en force cette année. Donc il a traversé un petit peu, il a une traversée du désert pendant quelques temps. Et là, il est revenu et il cartonne. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, il s'est construit lui-même. C'est pas des maisons de disques ou des gens qui ont placé en lui, qui l'ont mis dans une salle du temps où il a pu se construire, etc. Est-ce que justement, en voyant ce genre d'exemple, le cas de PNL aussi quelque part, les maisons de disques sont en train de rater le coche en fait. Ils sont en train de laisser. Ouais, en fait, je pense que déjà sur Sofiane, ce qui est mortel, c'est que ça prouve qu'il y a plusieurs manières de marcher dans le rap. C'est-à-dire que tu peux sortir 1, 2, 3 projets qui marchent pas, faire une pause et revenir avec un 4e qui cartonne. Et pendant longtemps, on pensait pas à ça. On dit ton premier album ne marche pas, bon, t'as le 2e et après on te rend ton contrat, tu vois. Et Sofiane, il a galéré pour au final sortir un projet, prendre, je crois, une belle signature, tu vois, et relancer sa carrière sur des rails. Donc, c'est aussi pour dire qu'il y a plein de manières de marcher dans le rap, tu vois, et que tu peux galérer. Enfin, globalement, c'est Oumar Samake qui m'avait dit ça un jour, donc qui maintenant est DH chez Capitol, qui m'avait dit Mehdi, donne-moi un exemple de rappeur qui a du talent, qui a persévéré et qui n'a pas percé. Effectivement, c'est compliqué. La plupart des gens qui ont persévéré, qui sont vraiment forts, tu vois, Kerry James, pendant longtemps, ça marchait pas sa musique, tu vois. Il avait un gros succès d'estime, évidemment, c'est une légende depuis le début, il n'y a pas de problème, mais ça marchait pas. Aujourd'hui, il fait ses ventes, ses concerts sont pleins, il a persévéré, il s'est battu, parce qu'il aime ça. Oxmo, c'est pareil, hein, ses 2 premiers albums, Opéra Puccino, il a été disque d'or 10 ans après, tu vois, ou un truc comme ça. Donc voilà, donc déjà, c'est ça qui est important de préciser, c'est que on n'est pas obligé de faire disque d'or, parce que maintenant tout le monde parle de la première semaine, il faut être disque d'or, enfin c'est insupportable, tu vois, tout le monde parle de ses ventes en streaming. Tu peux rater un premier album, en tout cas ne pas vendre de disque, et devenir une star 10 ans après, tu vois, c'est pas grave, enfin c'est possible quoi. Après par rapport aux maisons de disques, je pense qu'elles sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a quand même aussi un truc maintenant dans les maisons de disques, c'est que il y a beaucoup plus de gens que dans le passé qui connaissent le rap. Tu vois, parce que pendant longtemps, on avait un peu ce cliché-là qui était parfois dénoncé par les rappeurs, des gens d'école de commerce qui connaissent pas le rap, qui sont parachutés ici et qui ne connaissent pas cette culture-là. Maintenant, tu vois, moi pour en connaître quelques-uns, les gens de maison de disques qui bossent sur le rap, souvent sont des gens qui connaissent le rap, tu vois, qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Et du coup, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'ils savent que parfois, avec certains rappeurs, t'as besoin de faire certaines choses, avec d'autres, t'as pas besoin. Tu penses à Sofiane, effectivement, la maison de disques va lui apporter de l'argent, quoi, un budget et une force, tu vois, supplémentaire, mais il a besoin que de ça. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres gens qui ont besoin, tu vois, d'avoir une nouvelle équipe, d'avoir des nouveaux DA, parce que ils ont pas le recul qu'un Sofiane. Sofiane, il a 32 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, et il a de la gamberge et il a de l'expérience dans le rap. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a besoin de personne pour savoir là où il doit aller, tu vois. C'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Demain, tu prends un jeune rappeur de 21 ans qui fait un tube et qui se retrouve à son manager, c'est son pote du quartier. C'est cool, mais à un moment, tu vois, il va sûrement arriver à un plafond de verre, il va peut-être avoir besoin d'avoir des gens qui sont là, qui connaissent juste ce milieu-là, même pas la musique, juste ce milieu-là, tu vois, qui parlent ce langage-là. Moi, j'en parlais, tu vois, c'est marrant. Hier, j'avais une émission avec Expression Directe, notamment, donc un grand groupe du rap français, et Delta d'Express D me disait nous, ce qui nous a manqué quand on était en maison de disque, c'est qu'en fait on n'avait pas
de managers capables finalement de faire la traduction entre nous et eux, parce que c'est pas le même monde, tu vois. On nous parlait de choses, etc. Enfin, tu vois, de choses qu'il fallait faire, et nous on comprenait pas. Et eux à l'époque ils étaient jeunes, et c'était des kairas de ouf, donc fallait pas les faire tuer trop longtemps, tu vois. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on a peut-être pas un regret, mais à un moment, on n'a pas passé cette étape-là parce que on n'avait pas de gens avec nous capables voilà, de nous amener plus haut et de nous faire comprendre ce qu'on devait faire aussi, tu vois. Parfois, voilà, mais c'est des trucs tout con parfois, c'est juste arriver à l'heure, tu vois, au concert. Mais quand c'est un mec de la maison de disques que tu connais pas, que tu respectes pas, qui te dit ça, voilà, quand c'est un manager en qui tu crois, en qui tu fais confiance et qui dit là on a promo à telle heure, enfin tu vois, c'est tout ce truc là qui. Et parfois tu as besoin de ça. Parfois tu sais, le boulot de manager ou de DA, c'est l'assistance sociale, hein. Tu vois, c'est vraiment. Hein, donc c'est compliqué, hein, et c'est un boulot qui est pas évident, mais qui est nécessaire avec certains artistes. Donc tout le monde n'est pas Sofiane, tu vois, tout le monde n'est pas PNL. Tu vois, c'est comme tous les gens qui maintenant refusent de faire des interviews après PNL. PNL ça a marché et ça fait partie de leur mythologie quelque part de ne pas parler. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire des interviews, d'expliquer leur musique, tu vois, de parler. Donc il n'y a pas une seule recette, tu vois. Il faut juste, à mon avis, que les gens le comprennent, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Mehdi? Votez Hamza. Ça va. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.